Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-François Rial. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. PDG du groupe Voyageurs du Monde, spécialiste du voyage sur mesure et d'aventure. Je ne sais pas si vous avez écouté le plateau qu'on a fait juste avant avec Oui, bien sûr, j'ai Jean-Marc écouté Vittori. Jean-Marc, oui. Voilà, la croissance française Molle. est molle, très molle, proche de zéro. Ça peut durer. Et pour autant, quand on écoute les professionnels du tourisme, ils sont optimistes pour cette saison d'été qui officiellement démarre avec les grandes vacances le 8 juillet. Certains disent qu'on pourrait faire mieux qu'en 2019, qui était déjà une année record. Donc il y a un décalage, les Français malgré tout veulent partir en vacances. Oui, très clairement, on n'est pas du tout sur des chiffres comme ça. Nous, on est beaucoup, beaucoup plus haut, hein. Mais je dirais que c'est un effet post-Covid, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un énorme effet de rattrapage dans cette histoire, hein. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup moins voyagé pendant 3 ans. Quand ils ont voyagé pas très loin, c'est-à-dire en France et en Europe. Et là, ils se rattrapent, hein. Donc à la fois des Français vers l'étranger et des étrangers vers la France. Les destinations, les voyages long courriers fonctionnent très très bien. Et donc ça permet je dirais, d'avoir une activité qui est en très forte croissance. Nous, par exemple, on est plutôt on est entre 20 et 25% de croissance par rapport à 2019, hein, sur les chiffres records qu'on avait eu en 2019. On est beaucoup plus haut que ça, quoi. Donc tous les indicateurs, à la fois pour la profession et pour Voyageurs du Monde, sont au vert aujourd'hui, Oui, vraiment. ouais, ils sont très très bons, clairement très très bons. Alors il y a un ralentissement un peu quand même depuis, on va dire un mois ou deux, Ah, un mois et demi, ouais. mais on reste en croissance mais moins forte. Et surtout on est sur une période de réservation qui est une période de basse saison entre guillemets, hein. La haute saison de réservation chez nous c'est janvier à mars. Ensuite on a une très forte saison de départ. Mais très clairement, alors c'est peut-être lié aussi au fait qu'on est un voyagiste très fort sur le voyage sur mesure et sur le voyage d'aventure, qui sont deux formes de voyage qui sont en plus forte croissance que les autres activités. Mais on a des taux de croissance qui sont très 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 élevés, hein. Le voyage d'aventure, c'est quoi? Alors le voyage aventure, c'est terre d'aventure chez nous, nomade aventure, c'est du voyage essentiellement à pied, mais pas uniquement, dans des zones très reculées, compliquées d'accès, Népal, Sahara, Bolivie, Altiplano, Islande. Voilà, c'est pas du tout des voyages classiques dans lesquels vous dormez dans des hôtels confortables. Vous C'est une allez part au fin importante. fond. C'est une part importante de votre activité, ça? Alors c'est 40-45% de notre activité, Ah hein, ouais. c'est très important. Dedans d'ailleurs on a une activité vélo qu'on a énormément développée à la fois par croissance interne et par croissance externe. Qu'est-ce que c'est que des voyages à vélo? Vous faites votre voyage en vélo, tout simplement. Vous allez d'une étape à une étape et puis vous avez notre entreprise qui assure la logistique de transport des bagages. Et ça c'est en croissance de presque 40% cette année, vous voyez. Donc ces formes de voyage un peu moins carbonées, plus proches, ça marche très très fort ça. Et sur les destinations carbonées, malheureusement ou heureusement, les plus prisées aujourd'hui, ça reste toujours les mêmes. Non, je dirais que le monde entier fonctionne, c'est assez simple, tout fonctionne. Alors vous avez des pointes incroyables, par exemple sur le Japon. Le Japon était déjà très haut en 2019, mais alors là il est encore plus haut que jamais. La Polynésie, la Tanzanie, le Brésil, l'Égypte, l'Afrique du Sud, les États-Unis bien sûr, hein, qui sont une valeur sûre et qui n'en débordent pas. Le Canada aussi marche très très bien. Mais je dirais qu'à part la Chine, parce que personne ne veut y aller, et pas uniquement parce qu'on a des problèmes de visa, et la Russie, parce qu'on ne peut pas y aller, là par contre, la Russie, les gens voulaient y aller, tout marche quoi. Et est-ce qu'il y a des destinations à éviter parce qu'il y a trop de monde au final? Vous-même, Alors il n'y a pas de... il n'y a pas de destination à éviter. Il y a une bonne façon de voyager. Si vous allez dans le Cantal au mois d'août, où il y a généralement personne, et que vous y allez au mois d'août, et que le 15 août vous allez au Puy-Marie, vous allez être dans le tourisme de masse. Alors que tout le reste du département et tout le reste de l'année, il n'y a personne. Donc c'est toujours pareil, il y a une bonne façon de voyager pour éviter les foules. 95% de la planète est visitée par personne. Et en plus, quand elle est visitée par beaucoup de monde, il y a des périodes dans lesquelles on peut y aller et des périodes où on ne peut pas y aller. Donc il faut voyager toujours à contre-courant. C'est un de nos trucs clés, ça. C'est l'ADN de notre entreprise, c'est sur mesure, individuel, très 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 haut niveau de service et voyager à contre-courant. C'est vous ça, le voyage à contre-courant, non? C'est la petite patte personnelle, hein? Non, non, c'est pas à titre personnel. C'est la patte personnelle. c'est la baseline de Voyageurs du Monde depuis des années.
Alors qu'on pourrait mettre une baseline style voyage sur mesure, voyage avec très très haut niveau de service, qu'on va très 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 loin dans le détail des services qu'on peut fournir à chacun de nos clients en fonction de ce qu'il est. Mais c'est surtout que quand vous voulez voyager, vous voulez comprendre un pays, vous voulez vivre des émotions authentiques, vous voulez profiter des lieux que vous visitez. Si vous êtes dans le tourisme de masse, vous profitez de rien. Donc c'est l'ennemi mortel du tourisme, le surtourisme. L'ennemi mortel. Il faut éviter ça absolument. Et c'est pas un effort que du voyagiste, c'est un effort de celui qui voyage. Moi, vous allez jamais me prendre en surtourisme, y compris si je vais à Venise en haute saison. Jamais. Moi, je peux aller à Venise en haute saison et ne pas être dans le surtourisme. Voilà. C'est une question d'effort. Un petit mot, Jean-François Rial, de l'inflation, parce qu'il faut en parler. Le budget vacances, comment ça se passe? Ça coûte plus cher, c'est revu à la baisse, les Français se serrent la ceinture sur d'autres postes parce que c'est les grandes vacances. Quel impact, encore une fois, sur le choix et sur le budget vacances des Français et vos clients? L'inflation dans le voyage, quelle que soit la destination, que vous restiez en France, que vous alliez en Suisse, que vous alliez en Nouvelle-Zélande, en Polynésie ou aux États-Unis, elle est énorme. Elle est supérieure à l'inflation des prix. Nous, on l'estime... Nettement? Nettement. Je vous donne un exemple. Nous, on l'estime en moyenne générale, on l'a mesuré, hein, en mesurant des combinaisons de produits identiques à 2019, elle est de l'ordre de 25% depuis 2019. Alors, l'inflation depuis 2019, normale, on va dire qu'elle est peut-être à 15, c'est-à-dire que vous avez 3 années très faibles, puis 2 années à 5. Bon, elle est entre 10 et 15. Donc, vous voyez, on est au moins au double. Comment les Français font pour suivre? Alors, ils suivent. Ils suivent, clairement. Alors, il y a plusieurs façons de suivre. Il y a d'abord des gens qui payent plus cher pour les mêmes voyages sans état d'âme. Ils sont très nombreux, et pas que des riches. Bien sûr, il y a ceux qui ont des revenus aisés, mais il y a aussi ceux qui ont des revenus plus intermédiaires et qui payent plus cher parce qu'ils ont moins voyagé pendant ces dernières années, ils ont mis un peu de côté, entre guillemets. Donc, ils se lâchent. Puis, vous avez ceux qui dépensent pas autant, mais qui dépensent quand même plus, mais qui vont donc changer de destination. Ils vont passer, par exemple, du Maroc à la Tunisie, parce que la Tunisie est un peu moins chère que le Maroc, pour les destinations plus populaires. Ils vont profiter des très bons prix actuels sur la Turquie, parce que c'est un pays qui est déserté pour des raisons géopolitiques, alors que c'est un pays merveilleux. Et donc, ils vont adapter leur budget, mais ils vont quand même dépenser plus. Ils vont quand même dépenser plus. Mais ils vont dépenser peut-être au niveau de l'inflation normale. Vous voyez, ils vont dépenser 10-15% au lieu de 25% de plus. Et Mais clairement, c'est spectaculaire de voir à quel point les tarifs aériens, par exemple, qui ont explosé de plutôt 30%, 25% c'est la moyenne générale, avec les hôtels, etc. Les tarifs aériens qui ont plutôt monté de 30%, les avions sont archi bourrés et pleins. Donc ce qui monte le plus, ce qui coûte le plus cher, c'est l'avion plus que les hôtels, plus oui, que... mais tout coûte plus cher. Hein. À Paris, par exemple, je suis président de l'Office de tourisme de Paris, Paris je t'aime. Les tarifs aériens, les tarifs hôteliers ont explosé. Hein. Les tarifs hôteliers ont explosé à Paris. Et de l'ordre de ce que je vous dis, hein, de l'ordre de 30%. Hein. Ils sont revenus d'ailleurs, puisqu'on parle de Paris, ils sont revenus les touristes chinois? Non, pas encore. Toujours pas? Un petit peu, mais pas encore. D'abord, ils ont d'énormes problèmes de visa. C'est-à-dire que pour pouvoir voyager quand vous êtes chinois, c'est très compliqué. Et ensuite, on a une desserte aérienne qui est beaucoup plus limitée qu'elle ne l'était en 2019. Elle est en train de remonter, mais elle est quand même très limitée. Et globalement, les Chinois et les Japonais, d'ailleurs, sont assez peu présents à Paris. Est-ce que les images de violence, les feux de poubelle qui ont émaillé les manifestations pendant la réforme des retraites, est-ce que ça a eu un impact ou pas sur les annulations, sur l'avenue des touristes? Alors ça a eu un impact. Ou à la marge Ça a eu un impact, très clairement. On était sur des tendances très très bonnes et cette tendance très bonne s'est arrêtée net. On a même eu des annulations, effectivement. Mais je dirais que depuis que c'est passé, c'est revenu très bien. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ça a un impact assez fort à court terme, mais la puissance de Paris et l'imaginaire de Paris est telle que ça n'a pas beaucoup d'impact à long terme. Bon, sur les difficultés du secteur du tourisme, on parle évidemment toujours du recrutement. Est-ce que ça va un peu mieux ou c'est toujours compliqué? Alors, ça dépend où. Vous voyez, par exemple, dans mon entreprise, on n'a aucun problème de recrutement. Aucun.
Parce que Je pense qu'on est attractif sur la rémunération et sur l'entreprise. Mm. J'ai d'autres confrères qui sont dans la même situation que nous. Moi, je pense que les problèmes de recrutement que la filière a, ils passeront par des meilleures rémunérations et donc des prix plus élevés. Ah, donc ça veut dire ça. On a une boucle, hein, pour le coup. Là. Mais si vous voulez, moi je pense qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez au restaurant à Paris, je pense que les prix des restaurants, je ne vais pas me faire des copains, mais c'est pas grave, ne sont pas assez chers par rapport aux salaires qu'on paye aux équipes qui bossent, cuisiniers et serveurs. C'est la même chose dans l'agriculture. Vous avez des secteurs où les prix sont idiots. Et qui paye ces prix idiots? C'est les salariés du secteur. Et du coup, les entrepreneurs, ils commencent à avoir du mal à recruter parce qu'ils payent mal leurs salariés ou pas assez bien leurs salariés. La filière a commencé à bouger. J'ai vu l'UMI qui commence à bouger là-dessus, le syndicat principal des hôteliers et des restaurants. Pour mieux payer. Mais il faut mieux payer les gens, leur donner des conditions de travail meilleures, parce qu'ils ont des contraintes terribles aussi, le week-end, le soir, etc. Quand vous êtes mal payé, pas très bien payé, que vous avez des conditions de travail qui sont terribles, il ne faut pas s'étonner d'avoir, etc. Donc il faut bouger là-dessus. Et il faut que le consommateur, il accepte de payer plus cher. Ouais. C'est ça la vérité. Et c'est la même chose pour l'agriculture. Mais ça, on sait que le consommateur est prêt à payer jusqu'à un certain point. Mais ce n'est pas aux salariés, je suis désolé, ce n'est pas aux salariés maraîchers dans une ferme écologique ou aux serveurs dans un restaurant parisien de régler les problèmes de pouvoir d'achat des Français. Je suis désolé, c'est pas leur problème. Ouais, mais c'est pas dans le débat public, ça, aujourd'hui. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des produits agricoles qui sont vendus à des prix ridicules, parce qu'en fait, on paye les maraîchers à demi-SMIC et qui bossent 60 heures par semaine, c'est scandaleux. Bon, on va parler un peu de Voyageurs du Monde. Jean-François Rial. La croissance est de retour depuis 2022. Vous pourriez dépasser les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année? On va les dépasser largement. Oui, je m'en doutais un peu, mais je ne voulais pas non plus trop m'avancer. Mais il y a de la croissance externe aussi dans cette affaire. On n'a pas fini l'année, je ne sais pas à combien on finira, mais on sera nettement au-dessus de 600, c'est clair, et peut-être pas très loin de 700. Mais je ne le sais pas encore, parce qu'il reste quand même plus de 7 mois dans l'année, mais on sera largement au-dessus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, bien sûr. Avec une part à l'international qui ne cesse de croître. Oui, absolument, et qui va peser à peu près 30-35% du total. On est très présent en Suisse, on est très présent en Belgique, au Canada, on commence à être présent aux États-Unis, on est assez présent également en Angleterre, en Grande-Bretagne, et puis on est très présent grâce à cette activité de vélo, en ayant fait cette acquisition du leader européen du vélo. C'est ça, la fameuse croissance externe, c'est ça. Oui. Bien sûr. Pas que, on a acheté aussi un petit voyagiste aux États-Unis, dans le voyage sur mesure, mais on a aussi une croissance naturelle de nos activités qui sont présentes en dehors de la France, qui est très importante. Bon, Voyageurs du Monde, en termes de poids boursier, c'est autour de 500 millions d'euros de capitalisation. C'est 45% de hausse pour le cours depuis le début de l'année, stable sur 5 ans. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur le titre pour vous ? Écoutez, je vais être franc avec vous, je ne regarde jamais ça. Je m'en fiche complètement. Si vous voulez, j'ai beau être un actionnaire important encore de l'entreprise, personnellement, je pense que la bourse, à cause de la liquidité relativement faible de notre titre, ne reflète pas toujours la vraie valeur de notre entreprise. Et en même temps, vous avez un PER de 17. Oui, mais c'est un PER qui est déjà bien valorisé. Je pense qu'il est faux. C'est vrai ? Je pense qu'il est faux. D'ailleurs, chaque fois que je regarde un site boursier... aller sur Boursorama, c'est bien aussi. Je trouve que je le regarde. Ah, c'est bien ça. Bien sûr. Bon point. Je trouve qu'il est faux. Ah. Je trouve qu'il est faux parce que... Quand vous le calculez, vous arrivez à combien, vous ? Moi, je suis plutôt à 10-12. Parce qu'ils ne tiennent pas compte du cash dans la caisse. Colossal, du cash propriétaire. Je ne parle pas du cash client. Ils ne tiennent pas compte de la dilution d'une partie des obligations convertibles qui ont été faites. Je ne sais pas comment vous faites vos trucs, mais moi je me souviens, dans une ancienne vie, j'étais arbitragiste sur les marchés financiers. C'est vrai ça, c'est drôle ça. Oui, absolument. Je suis un actuaire de formation, et puis après j'ai dirigé une entreprise qui s'appelait Fininfo, qui est une espèce de petit Bloomberg français qui faisait des logiciels à forte valeur ajoutée sur les taux d'intérêt.
Et moi, j'ai toujours été étonné du fait que les données fournies par les analystes ne sont pas complètement à jour. Et typiquement, sur Voyageurs du Monde, je lis des trucs très étonnants. Bon. Voilà. Et donc, pour vous, à 500 millions d'euros de valorisation, pour vous en tout cas Je pense qu'on est à plus, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas compté le nombre de titres de façon exacte. En tout cas, vous êtes quand même satisfait, même si vous ne regardez jamais le cours de bourse, de voir que le cours a pris 45%. Mais bien sûr, bien sûr. Ça ne laisse pas de marbre quand même, non? Mais bien sûr, on est très content. Mais vous savez, j'ai eu des périodes où je voyais le cours de bourse baisser, alors que nos résultats croissaient. Si vous voulez, je trouve que la bourse n'est pas toujours très efficiente, quoi. Ouais. Alors pourquoi rester en bourse? Pour la croissance externe, c'est pratique quand même. Hein. Alors, non, même pas? Ça ne nous sert à pas grand-chose. Je vais vous dire, on est en bourse d'abord parce que ça peut nous servir un jour. On fait une grosse opération, échange de titres, etc., c'est toujours utile. Deuxièmement, ce n'est pas une contrainte pour nous, parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est une grande contrainte à cause de toutes les obligations, etc. Ouais. Mais pour nous, étant donné qu'on a dirigé une boîte d'information financière avant, qu'elle-même était cotée, qu'on a été nous-mêmes, il y a 30 ans, des salariés de l'environnement financier, pour nous, ces matières sont relativement évidentes. Donc pour nous, ce n'est pas très compliqué de sortir des comptes semestriels, de communiquer, d'être transparent, de parler aux analystes. Tout ça, c'est facile pour nous. Puis dernière chose, on a une très grande et très forte culture de transparence. Et la bourse aime ça. Donc pour nous, c'est facile. Donc c'est un avantage sans être un gros inconvénient. Vous voyez? C'est intéressant. Avant de se quitter, je voulais vous en parler rapidement parce que ça fait comme les titres de la presse. Cyberattaque? Ouais, en deux mots, cette cyberattaque. Je rappelle, mi-mai, cyberattaque provoquant la fuite de 10 000 passeports sur le Darknet. C'est 7 000. C'est 7 000. 7 000, on donne les chiffres, 7 000. Le parquet de Paris qui a ouvert une enquête début juin. Au final, à vous écouter, le préjudice est minime pour vous. On en a fait tout un foin pour... Alors, le préjudice est minime si on considère qu'on a rattrapé l'essentiel de ce qu'on avait perdu pendant une semaine en ne pouvant pas faire de réservation. Quand même, pendant une semaine, on a été arrêté, pratiquement arrêté, pas tout à fait une semaine, mais enfin 5 jours. On estime qu'on a perdu 10 millions d'euros de réservation, mais on estime qu'on les a récupérées toutes dans les 3 semaines qui ont suivi, en croissance supplémentaire. Mais on ne sait pas si on n'a pas perdu un peu de croissance quand même. Je pense qu'on a perdu un peu quand même, hein, parce que quand vous ne pouvez pas répondre très vite à un client, quand vous le faites patienter, bon bref. Alors, deuxième chose, raconter comme indiqué dans tous les médias. 7000 passeports, voilà, 7000 passeports. On s'est fait piquer 7000 passeports et que certains médias ont dit qu'on n'avait pas été très sérieux de s'être fait piquer 7000 passeports et d'avoir minimisé l'impact du fait de ces volets, ces 7000 passeports. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je réponds ce que je pense. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, mais je pense que, d'abord, on n'a pas cédé au chantage et qu'on a été capable de rétablir notre système. Pourquoi ne pas avoir payé la rançon? Parce qu'on n'en avait pas besoin. Tout simplement parce que vous payez une rançon quand Combien vous demandez? On n'en sait rien parce qu'on a refusé de discuter avec eux. On a eu des messages et des systèmes pour aller discuter avec eux, mais on a refusé. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a décidé de ne pas payer la rançon parce qu'on n'avait pas besoin. On avait des backups dont on a vérifié qu'ils n'avaient pas été vérolés. Donc on a pu rétablir tout notre système en 48 heures. Tout le monde disait que c'était assez incroyable qu'on réussisse à faire ça. Mais par contre, on n'a pas réouvert avant 6 ou 7 jours. Parce qu'on voulait vérifier qu'on n'avait pas de backdoor, de bombes à retardement, etc. D'ouvert vers l'extérieur, Internet, si vous voulez. Tous les fournisseurs tiers, tous les clients, etc. Bon. Et puis quand on a réouvert, ils n'ont pas été contents, nos amis pirates de Logbit. C'est des gens très forts, hein, c'est des gens brillants, hein, ils sont très très bons pour faire ce genre de choses. Ils n'ont pas été contents qu'on ne paye pas la rançon, donc ils nous ont réécrit sur le Darknet en nous disant écoutez, puisque vous n'avez pas voulu payer la rançon, nous on va publier les données qu'on vous a piquées. Ouais. Donc ils nous ont dit qu'ils avaient pris plein de données confidentielles. Alors dans les données confidentielles, il y avait effectivement ces 7000 passeports, ce qui nous posait un problème quand même. Oui. Et tout un tas d'autres données qu'ils considéraient comme archi-stratégiques étaient totalement ridicules et mineurs qu'on est prêt à publier nous-mêmes. Hein. Ouais. Des contrats avec des fournisseurs étrangers, en fait, tout un tas de trucs qui sont... Bon, et 7000 passeports? Alors 7000 passeports, ils ont été publiés. Mais les données, c'est des photocopies de passeports qui ont été publiées. Attention, ce n'est pas les données biométriques, par exemple. Donc, on ne dit pas qu'on ne peut pas utiliser ces données pour faire d'usurpation d'identité. On dit, comme tous les experts nous le disent, comme les policiers nous le disent, comme les gendarmes nous le disent, que c'est très compliqué d'utiliser ces données. D'ailleurs, c'était que sur notre activité groupe et association
qu'on s'est fait voler ses passeports, pas son attractivité sur mesure. Et dans ces groupes et associations, il y avait des grandes entreprises de défense. Intéressant. Donc c'est des salariés des grandes entreprises de défense qui se sont fait piquer les photocopies de leur passeport. Et ces gens, c'est quand même des gens un peu sérieux. Ils nous ont fait aucun reproche. Ils nous ont dit, écoutez, merci de votre transparence, vous inquiétez pas, c'est très compliqué de se servir de ce genre de données. Ils peuvent peut-être les revendre, mais on s'en fout parce que c'est très compliqué de s'en servir. On ne dit pas qu'il y a zéro risque qu'ils s'en servent. On dit que la probabilité est faible. Et d'ailleurs, les gendarmes et les policiers nous ont conseillé de dire à nos clients concernés, qu'on a bien sûr contacté un par un, de ne pas porter plainte. Ouais. Donc après, certains alors on a eu... Comment vous avez été hacké a posteriori? D'où venait la faille? Ah ben on sait très bien, hein, ils ont chopé un login et un mot de passe d'un de nos collaborateurs dans une filiale. Comment ils ont réussi à le faire? On n'en sait rien, parce que ce collaborateur en plus a respecté les consignes de sécurité en changeant régulièrement son mot de passe et en le changeant avec un mot de passe vraiment différent. Et ils ont quand même réussi à choper ce login et ce mot de passe et ils sont rentrés. Et après, ben, ils ont fait joujou. Hein. Vous avez renforcé depuis votre système, j'imagine, de protection. Bien sûr qu'on a renforcé, tout le monde me demande ça, mais évidemment qu'on a renforcé notre système de sécurité. Mais en même temps, il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Personne n'est à l'abri de se faire hacker, quel que soit votre système de sécurité. Donc, la solution, elle est ailleurs. La solution est d'avoir des backups impeccables que vous sortez de votre système très régulièrement pour pas que les types puissent à la fois verrouiller votre système et vos backups. Donc la première chose à faire que moi je dis à tous les entrepreneurs qui m'écoutent, ayez des backups et plusieurs systèmes de backup et plusieurs lieux de stockage de vos backups. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, évitez de stocker des données qui soient sensibles. Voilà. Aller plus loin même que la RGPD. Bon, la RGPD, il y a quelques années, je trouvais que c'était un peu lourd, que c'était très, très agaçant. On l'a respecté, bien sûr, mais je trouvais qu'on était quand même très pénalisé par rapport aux entreprises américaines ou asiatiques qui n'ont pas ce type de contraintes. Bon, là, je dois dire que ça m'a fait réaliser que les données sensibles, heureusement, on n'en avait pas stocké. Les passeports qu'on stockait, il faut bien qu'on stocke des passeports pour des histoires d'autorisation, de visa, de machin, etc. Il y a des données qu'on doit garder, mais il faut qu'on les détruise probablement encore plus vite. Donc au final, qu'est-ce que vous aurez appris de cette mésaventure, au-delà de l'aspect technique? J'ai appris qu'on est très vulnérable sur un sujet très sensible, mais je le savais, mais là je l'ai vécu. Et donc, on va non seulement améliorer nos systèmes de sécurité, mais on va améliorer également nos backups, et on va sûrement aussi... On est un peu centralisé, je trouve, un peu trop centralisé. Et moi, je voudrais qu'on n'ait pas toute activité qui soit touchée lorsqu'on est touché comme ça. Bon, pour finir sur une note plus positive, il part dans quel coin du monde en vacances cet été, Jean-François Aurial? Non pas pour ceux qui veulent vous suivre, mais qui veulent avoir des bonnes idées. Alors, je vais dans le Cantal, dans mon pays de toujours, parce que la saison est magnifique l'été, on évite le surtourisme, tous azimuts, et c'est un endroit merveilleux que j'adore. Et je vais également aller dans une petite île secrète des Cyclades, dont je ne vais pas donner le nom, pour éviter qu'il y ait trop de monde avec moi. On va mener l'enquête. Voilà. Merci beaucoup de passer nous voir. Jean-François Aurial, PDG du groupe Voyageurs du Monde, invité de la grande interview en direct et en replay, bien sûr, sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous.